Bonsoir à tous. Je vais agrandir mon visage pendant le début de cette rencontre. Alors vous affolez pas si j'ai un visage un peu étrange, c'est pour essayer d'incruster ma tête dans les diapos. Donc si je me fonds dans l'environnement, c'est tout à fait normal. Eh bien, bonsoir. Je m'appelle Régis Debruyne. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nuit des musées virtuels organisée par Arkea dans le cadre de l'exposition Un temps des mammouths. Alors, très heureux de vous retrouver malgré les circonstances qui font que malheureusement on peut pas se voir directement. Écoutez, on va essayer de faire au mieux pour au moins pouvoir interagir autour de ces questions d'évolution du mammouth et en particulier de génétique des mammouths. Avec donc une conférence débat. Principal pour moi, c'est qu'on puisse interagir, là, évidemment. Et donc, on va essayer de faire en sorte que vous puissiez me poser des questions. Pour me poser vos questions, le plus simple, a priori, ça va être de passer par la petite fenêtre de commentaires que vous devez voir s'afficher directement sous cette vidéo dans votre fenêtre Facebook. Et puis de me poser vos questions. Alors, n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure de mon discours, même si je peux pas forcément y répondre tout de suite. Comme ça, j'aurai déjà un certain nombre de questions disponibles quand j'aurai fini de vous faire ma présentation. Et puis, là encore, ne vous étonnez pas s'il y a une petite distorsion de temps entre le moment où vous écrivez votre question et le moment où je peux la voir moi, parce qu'a priori, il y a un petit temps nécessaire entre l'affichage et puis la diffusion. Voilà. Alors, je vais nous laisser une petite minute, 30 secondes, le temps moi de lancer ma fenêtre Facebook et je reviens vers vous juste après. Alors, vous allez voir a priori s'afficher dans votre navigateur donc cette vidéo et directement sous cette vidéo le petit onglet commentaires. Et donc, c'est par cet onglet que l'on pourra interagir ensemble, vous et moi. Donc, n'hésitez pas, là encore, à me poser vos questions au fur et à mesure. Je vais évidemment enlever cette fenêtre pour pas qu'elle nous pollue. Et on va pouvoir commencer. Il est 9h07 à ma montre. Donc, a priori, je pense que vous devriez tous être à peu près dans les parages. Alors, rapidement, je me présente ou me représente pour ceux que j'ai déjà pu croiser à Arkea ou ailleurs. Donc Régis Debruyne, moi je suis paléogénéticien au Muséum national d'histoire naturelle. Alors paléogénéticien, c'est un métier, hein, c'est pas vraiment une discipline en tant que telle, c'est une approche technique de la biologie de l'évolution. Et moi en particulier, on va dire que je suis systématicien, spécialiste de l'évolution de la famille des éléphants et des mammouths, sur lesquels je travaille depuis une vingtaine d'années maintenant. Donc j'ai fait, pour vous le rappeler une dernière fois, cette intervention ce soir dans le cadre de la nuit des musées virtuels avec Arkea, et je tiens tout d'abord à vraiment remercier tous les participants, que ce soit vous derrière votre ordinateur ou votre écran, et puis aussi justement les collègues d'Arkea qui ont fait un boulot assez sensationnel depuis la préparation de cette exposition qui a malheureusement beaucoup souffert des aléas des confinements divers et variés, et puis des organisations d'événements autour de cette exposition, dont cette micro-conférence de ce soir. Alors, je vais surtout vous parler donc de génétique donc de paléogénétique des mammouths. Le paléogénéticien, c'est celui qui travaille sur la génétique des animaux disparus. La paléogénétique, d'une certaine façon, c'est juste une façon d'aborder la génétique. Les approches sont légèrement différentes, mais pour pouvoir parler de tout ça sur des bases saines, j'ai juste nous faire quelques tout petits rappels promis théoriques sur l'ADN et la génétique. Pour que on soit sûr de parler des mêmes choses. Alors le fondement de la discipline génétique, c'est l'ADN. L'ADN, c'est une molécule, c'est un alphabet en fait, qui au sein de la cellule est le support de l'hérédité. Alors c'est un alphabet relativement simple puisqu'il ne comporte que 4 lettres
Et ces 4 lettres eh bien, suffisent à créer des organismes aussi divers et complexes que des méduses, des plantes, des champignons, des mammouths, vous et moi, etc. etc. Donc avec uniquement 4 lettres, finalement, on peut composer beaucoup d'œuvres différentes, et donc c'est en ça que nous sommes différents, c'est que nous avons tous un génome différent. Et donc le génome, c'est l'information génétique que chacun porte en lui, et cette information est donc codée en ADN. On peut représenter d'une certaine façon le génome comme votre livre d'ADN à vous, d'une certaine façon. Donc, dans le cas des éléphants et des mammouths, c'est un livre qui fait à peu près 4 milliards de caractères, donc ça fait déjà un gros volume. Et alors ces caractères, ils sont contenus où? Eh bien, ils sont contenus dans chacune des cellules du mammouth, à quelques exceptions près. Ils sont contenus essentiellement dans ce qu'on appelle le noyau, sous la forme de ce qu'on appelle aussi le génome nucléaire. Vous devez voir a priori ma flèche se déplacer si tout va bien. Ce génome nucléaire chez les mammouths, il comporte 28 chromosomes, dont 50% sont hérités de la maman et 50% sont hérités du papa. C'est essentiellement de ça qu'on parle quand on parle du génome, en fait. Il faut se figurer que pendant très longtemps, en fait, on n'avait pas accès à ce génome nucléaire en paléogénétique. Je pourrais répondre à des questions là-dessus si vous avez envie. Et qu'en fait, on se focalisait uniquement sur une autre partie du génome, un autre compartiment du génome dans la cellule, qui est lui beaucoup plus petit, qu'on appelle le génome mitochondrial, qui est contenu dans des petits organites cellulaires qu'on appelle les mitochondries. Et ce génome mitochondrial, il comporte qu'un seul chromosome, il est transmis uniquement par la mère. Et dans le cas des mammouths, il fait à peu près 16 000 nucléotides, donc 16 000 lettres d'ADN, donc quelque chose de beaucoup plus petit que le génome nucléaire. Donc le génome, voilà, c'est ça, c'est l'information de l'individu codée en ADN. Et puis cette information, en fait, elle est différente pour chaque individu parce qu'elle est soumise à des mutations. Les mutations, ce sont des changements dans la séquence d'ADN qui peuvent prendre différentes formes. Alors les changements les plus simples, je vous les ai représentés ici, on les appelle les substitutions, c'est-à-dire le changement d'une lettre d'ADN, par exemple, ce G ici qui va être à laquelle on va substituer un A. Et donc, si on change une lettre, eh bien, on change aussi la lettre qui lui fait face, puisque dans une molécule d'ADN, en fait, les 2 brins d'ADN sont une copie l'un de l'autre. Un G faisant face à un C, un T faisant face à un A. Donc, si on n'a qu'un seul brin, en fait, on peut recréer le brin qu'on appelle le brin réciproque. C'est même, en fait, le principe même du fonctionnement de l'ADN, puisqu'il faut que l'ADN puisse se diviser. Et donc, en fait, il se photocopie au cours de chaque division cellulaire. Et donc, les mutations apparaissent au cours de ces divisions, et elles peuvent être transmises à la descendance si elles se produisent dans un certain nombre de cellules, ce qu'on appelle la lignée germinale, c'est-à-dire les cellules qui vont donner les ovules, les spermatozoïdes. Donc, le premier type principal de ces mutations, ça va être la substitution, mais on peut aussi avoir d'autres types simples, qu'on appellera des délétions ou des insertions, ou des suppressions ou des ajouts de lettres, par exemple. Voilà. Donc la mutation, c'est vraiment l'élément, on va dire, stochastique, aléatoire, qui se passe dans le vivant et qui est à l'origine, en fait, de la création de la diversité biologique, des innovations génétiques. Alors, beaucoup de ces innovations ne sont pas avantageuses, elles sont même souvent, la plupart du temps, avec un effet néfaste pour l'organisme, donc elles sont éliminées par l'évolution. Et puis, il y a un certain nombre qui sont maintenues. Dans le cas d'un ADN dégradé, d'un ADN ancien, il faut que vous sachiez que votre ADN, en fait, y compris à l'intérieur de votre organisme vivant, il subit des dégradations, des attaques de son environnement direct tous les jours, à chaque minute. Donc en fait, on a à l'intérieur de nos cellules des mécanismes qui nous permettent de réparer ces attaques de l'environnement. Et à la mort, ces mécanismes s'arrêtent. Et en plus de l'arrêt de ces mécanismes, en fait, on se fait boulotter par des décomposeurs, des bactéries, des champignons qui vont venir se nourrir de nos cellules. Et donc ça produit une dégradation de l'ADN post-mortem. Cette dégradation de l'ADN, elle est évidemment, on va dire, relative au temps, c'est-à-dire que plus la durée post-mortem est longue, plus la dégradation sera importante. Mais au-delà de ça, cette dégradation, elle est aussi relative à un certain nombre de facteurs extérieurs, par exemple l'humidité, la température, la concentration en oxygène. L'augmentation de ces paramètres-là va avoir un effet, en général, assez néfaste sur la préservation de l'ADN, de sorte que, finalement, à partir d'une même molécule, on peut atteindre un état de dégradation similaire pour une durée de temps assez variable en fonction des autres paramètres de l'environnement. Et ce dont on s'est rendu compte assez vite, c'est que dans le cas des mammouths, on a relativement de la chance,
puisque une partie des mammouths sur lesquels on peut avoir envie de travailler a été préservée dans ce qu'on appelle le pergélisol, c'est-à-dire le sol qui est resté constamment gelé depuis, alors, durée variable en fonction de l'endroit où on se trouve, mais parfois jusqu'à plusieurs centaines de milliers d'années. Ce pergélisol, voilà comment il se présente, par exemple, ici en Sibérie. Il ne faut pas vous imaginer que c'est de la glace d'eau, hein, c'est pas un glaçon. C'est vraiment du sol gelé, donc c'est de la boue gelée d'une certaine façon. C'est extrêmement dur à creuser tant que c'est congelé. Et puis on voit en dessous de cette frange de 10-15 cm de surface, là voilà, qu'on est vraiment dans la partie congelée du sol. Cette boue, elle est à une température à peu près constante de moins 15 degrés. Elle ne contient pas d'eau liquide. Elle est très peu en contact avec l'oxygène et la lumière, et donc finalement les restes d'organismes qui vont se retrouver dans cette boue peuvent se préserver relativement bien à travers le temps, et leur ADN sera mieux préservé que l'ADN des mammouths que l'on pourrait trouver par exemple en région Île-de-France quand on en trouve, que ce soit au niveau du golfe de Roissy comme récemment ou ailleurs. Donc quand on est paléogénéticien et qu'on cherche travail sur les mammouths, on va en général plutôt travailler aux très hautes latitudes. Alors là, je vous ai représenté sur cette carte qui va donc de l'Europe de l'Ouest à la côte est de l'Amérique du Nord. Eh bien, l'extension maximale de la distribution du mammouth laineux au cours de la dernière période glaciaire, donc les 100 derniers milliers d'années à peu près. Et donc, on voit que ces mammouths couvraient une zone assez étendue, hein, du Portugal jusqu'au Maine. Eh bien, finalement, quand on est paléogénéticien, on voyage plutôt dans ces zones aux très hautes latitudes du monde pour aller chercher les éventuelles carcasses de mammouths dans ce pergélisol. Alors je vais vous en présenter quelques-uns de ces mammouths sur lesquels on a pu travailler récemment. Alors il faut vous imaginer, je pense que vous êtes au courant, puisque si vous suivez les actualités, finalement que ça fait une vingtaine d'années que les découvertes de mammouths se sont multipliées dans ces environnements du Grand Nord. Pourquoi ? Eh bien parce que le changement climatique est beaucoup plus sensible que chez nous, et donc la fonte de ce pergélisol est extrêmement rapide depuis à peu près 20 ans, de sorte que ces restes de mammouths qui étaient restés congelés parfois des centaines de milliers d'années émergent de façon beaucoup plus fréquente désormais que ce qu'on avait l'habitude d'observer jusque-là. Et donc, au cours des 20 dernières années, on a fait des découvertes assez remarquables. Par exemple, ce petit Lyuba à gauche, donc c'est une petite femelle, hein, un nouveau-né de mammouth, qui est sans doute la momie de mammouth la mieux préservée morphologiquement à ce jour, même si elle a perdu tous ses poils. Elle a même cette jolie bosse de graisse sur le dessus de la tête, qui est caractéristique du bébé mammouth. Ce mammouth, il a été disséqué, ça a été le premier mammouth vraiment qui a permis une dissection réelle de l'organisme complet. Le deuxième à subir ce sort-là, c'est un autre mammouth, Chroma, qui a été découvert quelques années plus tard. Alors lui, malheureusement, il s'était fait manger la trompe. Mais par contre, Chroma comme Lyuba, on sait que ce sont des mammouths qui sont morts de mort naturelle, comme souvent les bébés mammouths, en fait. Ce sont des mammouths qui sont morts étouffés, ensevelis dans le lit d'une rivière, sans doute au moment de la débâcle du printemps. Donc ces deux mammouths, ils ont été trouvés à 3 ans d'intervalle, ils datent d'une période relativement ancienne, plus de 40 000 ans. En 2012, on a trouvé encore une très très jolie autre carcasse de mammouth, le petit qui s'appelle cette fois-ci Yucca. Alors ils finissent tous en A, hein, les jeunes mammouths découverts. Ce Yucca, lui, il a comme caractéristique de former ce joli tapis là, vous voyez, tout plat. Et pour cause, en fait, cet animal, il a a priori été tué par des prédateurs, des lions sans doute, mais ensuite il a été retravaillé par l'homme. Alors on ne sait pas exactement quand, mais l'homme est venu faire des incisions au niveau de la peau de ce mammouth et est venu ôter un certain nombre d'os, le crâne notamment et le bassin, et de sorte qu'aujourd'hui, quand on regarde cette carcasse de mammouth, on voit cette espèce de tapis tout plat, puisque les os principaux en ont été enlevés. L'intérêt de ces carcasses de mammouth en particulier, c'est qu'effectivement, elles nous ont permis aux paléogénéticiens comme moi de vraiment faire progresser de façon spectaculaire ce qu'on pouvait savoir sur la génétique de ces animaux-là, parce que l'ADN de ces carcasses est souvent bien mieux préservé que ce que l'on peut récupérer ailleurs. Alors, il ne faut pas vous imaginer que c'est forcément le plus joli qui rendra l'ADN de la meilleure qualité. Au contraire, en l'occurrence, Lyuba, c'est un mammouth qui a été découvert dans une tourbière, dans un environnement très acide, et l'ADN n'aime pas l'acide. Donc, même si on est capable de récupérer de l'ADN de Lyuba, son ADN est de bien moins bonne qualité que celui de Chroma et Yucca, par exemple. Alors,
Cette ruée vers le pergélisol, elle est liée, comme je le disais, à l'accélération de la fonte de ces glaces dans le Grand Nord. Et on le voit dans des endroits relativement spectaculaires comme ce cratère que vous pouvez voir sur Google Maps ou autre. Ça se voit très bien même depuis l'espace, ce cratère à Batagay, qui est en fait au départ une toute petite on va dire, découpe dans le pergélisol qui ne fait que s'étendre de façon radiale comme ça un peu plus tous les ans. Maintenant, je crois qu'il fait plus de 2 kilomètres de diamètre. Il perd entre 30 et 60 mètres par an. Et dans ce genre d'environnement, en fait, bien, on retrouve des mammouths, évidemment. On retrouve aussi des tas d'autres organismes. Alors, celui-ci, il n'est pas forcément ultra facile à reconnaître parce qu'il est dans une pose un peu inhabituelle, mais c'est un jeune poulain qui a été découvert dans le pergélisol. Et donc on trouve en fait des tas de congénères du mammouth. On ne trouve pas que des mammouths. Je vous montre ici un rhinocéros laineux, bon, sans sa laine, soit, parce que malheureusement la préservation dans le pergélisol fait souvent perdre les poils. Mais c'était bien un rhinocéros laineux qui vivait là-haut. Ici un bison, véritablement complet lui. Et puis, par exemple, une des découvertes les plus récentes, ce qu'on suppose être un jeune lionceau ou un jeune lynx, n'est pas encore complètement fixé. Pour le coup, les analyses ADN nous donneront la réponse. Malheureusement, c'est pas moi qui les réalise, celle-là. Mais un animal dont on a l'impression qu'il s'est endormi il y a quelques jours, finalement. Donc, on trouve des mammouths et on trouve aussi tous les animaux associés à ces organismes. Alors, quand va-t-on dans ce genre d'environnement? Je vous le dis tout de suite, on n'y va pas en hiver. Vous avez là, sur cette diapo, la présentation de l'hiver sibérien. Il fait, voilà, moins 60 degrés, il y a du blizzard, et puis le sol qui est naturellement difficile à creuser, il devient juste impossible à creuser. Donc on n'y va pas du tout en hiver. En fait, si on va prospecter à la recherche de mammouth, on y va plutôt au printemps, en été et en automne. Ces 3 saisons-là ne constituant en fait que 3 mois, c'est-à-dire juin, juillet, août. Voilà, vous avez à peu près 3 mois pour venir travailler en Sibérie. Et voilà à quoi peut ressembler votre travail, à savoir vous promener essentiellement dans cette toundra, un environnement très rare où il n'y a pas un arbre autour de vous. Alors je vous en présente une autre présentation là qui est issue d'un endroit dont on reparlera, l'île de Wrangel, qui est l'île tout au nord de la Sibérie, dont on a extirpé les restes de mammouths les plus récents. Il faut imaginer que les mammouths qui ont vécu sur cette île ont vécu jusqu'à il y a moins 4000 ans, à une période où il y avait déjà des pyramides en Égypte, par exemple. Et donc, voilà à quoi ressemble l'environnement de Wrangel. Vous voyez, ces grandes plaines marécageuses sans arbres, avec au loin éventuellement des reliefs. Et puis, on marche le long des rivières, puisque c'est là que la fonte des glaces va se réaliser de la façon la plus visible. Et c'est là qu'on peut faire des découvertes. Alors, si jamais vous voyez des animaux comme ça au loin, faut éviter de s'en approcher trop, parce que en Sibérie, il n'y a pas de troupeau de moutons. Si on voit des animaux comme ça au loin, c'est des chances pour que ce soit plutôt un troupeau d'ours polaires, eux aussi contraints du fait du réchauffement climatique de venir se réfugier en très grand nombre sur ces îles sibériennes. Donc il faut garder l'œil sur l'horizon. Trêve de plaisanterie. Dernier exemple d'un endroit en Sibérie où un paléogénéticien peut se rendre, il y a dans cette ville de Sibérie, du Taïmyr, de Khatanga, une grotte qui a été creusée dans le sol, dans la glace du sol, et qui sert en fait de congélateur géant, et dans lequel on a entreposé des centaines et des centaines d'ossements de mammouths. Et donc moi j'ai pu aller travailler dans cette grotte, faire des prélèvements. Voilà, je vous montre à quoi peuvent ressembler ces prélèvements sur les os, prélèvements qui, une fois qu'ils sont rapportés au laboratoire à Paris, permettent de faire des sous-prélèvements à partir desquels on va extraire l'ADN de notre mammouth. Alors, rapidement quelques dates clés sur la génétique du mammouth. On a récupéré le premier fragment d'ADN ancien pour un animal éteint en 1984. Il s'agissait d'un quagga, peu importe, mais donc vous vous figurez que la paléogénétique, c'est vraiment une discipline relativement récente. Le premier fragment d'ADN de mammouth au sens strict, il a été séquencé, puisqu'on parle de séquençage pour l'ADN, en 1990. Donc une découverte encore plus récente. Et en 2003, on a pu récupérer des morceaux d'ADN de 500 nucléotides, donc seulement 500 lettres. Si on compare ça aux 4 milliards de lettres du génome, c'est pas grand-chose. Mais du mammouth de Liakov, celui dont la réplique, en tout cas, est présentée à Arkia dans le cadre de l'expo Un temps de mammouth.
Et puis à partir de là, en fait, les avancées se sont emballées, notamment de par la découverte de spécimens bien mieux conservés. Donc dès 2005, on a pu séquencer le génome mitochondrial complet d'un mammouth. Alors certes, seulement 15 000 nucléotides, mais c'était déjà un gros progrès. Et en fait, depuis 2013, on dispose désormais d'un génome complet de mammouth, véritablement comparable à ce qu'on connaît du génome d'un éléphant, par exemple. Alors à quoi ça sert de connaître le génome du mammouth? Eh bien, pas forcément à grand chose si on s'en réfère à, on va dire, aux images de publicité qui ont pu être faites par les labos qui avaient travaillé sur ce génome de mammouth, puisque là, vous voyez, je vous montre un mammouth tel qu'on ne le verrait jamais dans la nature, on ne l'aurait jamais vu, dans un environnement de banquise et de glaciers. Alors le mammouth ne vivait pas du tout dans cet environnement-là, encore on pourra en parler si vous avez envie, il est dans un environnement stépique, mais dans lequel il pouvait se nourrir. Là, dans les glaciers, il n'aurait pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Et puis ce mammouth, il a quelque chose, pour la première fois que je l'ai vu, ça m'a tout de suite frappé, il a quand même quelque chose de très frappant, c'est qu'il n'a pas les yeux là où il faut. Voilà. Si vous mettez une image de ma tête, si quelqu'un avait recomposé mon visage de la même façon, c'est-à-dire qu'on lui a mis les yeux vraiment de part et d'autre du nez à ce pauvre mammouth. Alors qu'en fait, si on observe bien ce squelette, il a l'emplacement de ces deux orbites, hein, voilà, c'est beaucoup plus haut sur le crâne. Alors, c'est une petite plaisanterie pour vous dire que finalement, pas parce qu'on travaille sur le génome du mammouth qu'on s'y connaît en mammouth. C'est parfois un peu triste. D'ailleurs. On s'y connaît avant tout en génétique avant de s'y connaître en mammouth. Alors finalement, on est assez peu nombreux à travailler à la fois sur le mammouth et sur la génétique de cet animal-là. Qu'est-ce que ça nous permet de documenter ces travaux? Eh bien, des domaines variés, essentiellement de l'évolution de cet animal. Alors on peut les classer en plusieurs grands ensembles, on va dire l'évolution des mammouths vis-à-vis des autres mammifères, et en particulier de leurs parents les plus proches, les éléphants, ou l'évolution des mammouths entre eux, puisque finalement le mammouth c'était pas une seule espèce simple, c'était une multitude de lignées qui se sont succédées à travers le temps. Et puis on peut aussi s'intéresser à une séparation entre des informations qu'on peut exploiter sur la structure du génome, la quantité de mutations, où elles se trouvent, par rapport à la fonction de ce génome, donc comment les gènes du mammouth s'expriment, à quoi ils servent, pourquoi est-ce que ce génome ne fonctionne pas de la même façon que celui d'un éléphant, par exemple. Et donc, en faisant cette classification, on peut parler de choses différentes, des relations de parenté des mammouths avec les éléphants, de la diversité des mammouths, des adaptations particulières des mammouths, et puis on peut même essayer, via la génétique, de documenter un peu mieux ce que l'on sait sur leur extinction. Alors, rapidement, pour vous parler des relations de parenté, il faut vous figurer que la famille des éléphantidés comporte donc les éléphants d'Asie d'aujourd'hui, les éléphants d'Afrique et les mammouths. Ces trois lignées sont apparues en Afrique, on suppose il y a à peu près 7 millions d'années, parce que on a découvert des fossiles appartenant aux deux lignées des éléphants vieux de cet âge-là, à peu près 6 millions, 7 millions et demi d'années. Pour les mammouths, on n'a que des fossiles, les plus vieux ont 4 millions et demi d'années seulement. Donc on a une petite lacune comme ça. Et puis surtout, c'est pas forcément à qui il fallait rattacher les mammouths dans cette famille, parce que les mammouths les plus récents ressemblent beaucoup à des éléphants d'Asie modernes, mais les mammouths les plus anciens, eux, au contraire, ressemblent beaucoup plus à des éléphants d'Afrique. Et donc, d'un point de vue morphologique et paléontologique, c'était pas si évident de résoudre les relations de parenté dans cette famille. La paléogénétique, de ce point de vue-là, elle nous montre quoi? Elle nous montre qu'en fait, c'est pas si simple, notamment parce que il y a très peu de différence entre ces trois lignées. Alors ça, c'est une information en soi. Ça veut dire qu'en fait, il y a eu ce qu'on appelle un phénomène de radiation évolutive, une explosion de la diversité il y a à peu près 7 millions d'années en Afrique, qui a produit très rapidement ces trois lignées des éléphants d'Asie, des mammouths et des éléphants d'Afrique. Les mammouths et les éléphants d'Asie quittant ultérieurement ce continent-là. Et, autre information, eh bien, a priori, quand on a suffisamment de données génétiques, on peut montrer une plus grande proximité du mammouth avec les éléphants d'Asie. Voilà. Je ne vais pas m'appesantir pour l'instant sur toutes ces questions. On pourra évidemment en parler si vous avez envie. J'essaie d'aller assez vite pour nous laisser le maximum de temps pour échanger. Alors, si on s'intéresse aux adaptations du mammouth à son environnement glaciaire, on peut parler en particulier d'une molécule intéressante qui est l'hémoglobine. L'hémoglobine, c'est la molécule qui permet de transporter l'oxygène dans le sang et de fournir cet oxygène aux organes d'un organisme. Il faut savoir qu'un mammouth, il a une température qui est régulée de façon relativement efficace dans son corps, sauf pour ses extrémités, en particulier ses pattes, pour lesquelles en fait la température est beaucoup plus basse.
Alors ça a des conséquences. Et si on imagine qu'un mammouth avait dû vivre dans un environnement glaciaire avec une hémoglobine d'éléphant, ça lui aurait posé des difficultés. Pourquoi? L'oxygène rentre dans l'organisme par des voies aériennes, et puis une fois que cet oxygène est arrivé au niveau des poumons, s'associe à l'hémoglobine. Ça, c'est une réaction qui n'a pas besoin d'énergie. Au contraire, elle va en libérer. Et puis ça se passe dans la partie du corps qui est la plus chaude. Une fois que l'hémoglobine a accroché cet oxygène, cette hémoglobine va ensuite, par les vaisseaux, aller vers les tissus. Mais malheureusement, pour une hémoglobine chargée d'oxygène qui arriverait dans les pattes d'un mammouth, s'il s'agissait d'une hémoglobine d'éléphant, elle serait incapable de relarguer cet oxygène dans les tissus parce que ces tissus sont trop froids et que la réaction suppose de prendre de l'énergie dans les tissus. Et donc, eh bien, pour vous donner un exemple de résultat fonctionnel de la paléogénétique qu'on ne pourrait pas espérer retrouver par d'autres sources, puisque là on parle de molécules, donc c'est pas à l'échelle des fossiles que nous retrouvons, eh bien on a pu découvrir que l'hémoglobine des mammouths a une particularité, elle a subi plusieurs mutations qui lui permettent de venir relarguer l'oxygène même à très basse température, et donc de laisser cet oxygène dans les tissus et de repartir dans le circulant de façon efficace. Et donc cette adaptation-là, on l'observe que chez les mammouths au sein des éléphants, mais on l'observe même d'ailleurs spécifiquement que chez les mammouths au sein de tous les mammifères. Donc c'est vraiment une hémoglobine très particulière, celle des mammouths. Autre type d'information que l'on peut récupérer, la diversité génétique des mammouths. Alors là, je vous mets typiquement vraiment une figure incompréhensible, une vraie figure d'article scientifique. Faut vous imaginer que c'est un arbre, généalogique plus ou moins de mammouths, chacune de ces branches représentant un individu de mammouth. Et c'est juste pour vous montrer, qu'il y a un véritable buisson dans la diversité génétique des mammouths, et que ce buisson, en fait, il est intéressant parce qu'il, à partir de mammouths que l'on va récupérer dans le pergélisol et qui sont tous relativement récents, ils ont en général moins de 50 000 ans, eh bien on va pouvoir raconter l'histoire des mammouths jusqu'à des événements beaucoup plus anciens, datant des 2 derniers millions d'années. Et ça c'est très intéressant, pourquoi? Parce qu'il y a 2 millions d'années, il n'y avait pas de mammouth laineux, nulle part. Il y a 2 millions d'années, en Eurasie, il y avait avant tout ce qu'on appelait le mammouth méridional, donc un animal qui vivait plutôt dans des forêts tempérées. Et puis, au nord-est de la Sibérie, il y a eu un refroidissement déjà marqué à cette époque-là, qui a donné naissance à une autre lignée, la lignée du mammouth des steppes. Ce mammouth des steppes a d'ailleurs conquis l'Amérique du Nord. Un peu plus tard, on va dire vers 500 000 ans, 800 000 ans, eh bien, l'apparition du mammouth laineux, cette fois-ci toujours au nord-est de la Sibérie, alors que c'est à cette époque-là vraiment le mammouth des steppes en Europe et son alter ego, le mammouth de Colomb en Amérique, qui dominait l'environnement, avec des reliques en Europe de l'Ouest encore du mammouth méridional. Vous voyez, en fait, à un temps T, on avait plusieurs lignées de mammouths contemporaines. Et bien, ce que nous montre la paléogénétique, c'est que tous ces mammouths échangeaient des gènes, et que même si on travaille uniquement avec des mammouths des derniers 100 000 ans, eh bien, on peut retracer l'histoire des populations de mammouths laineux, mais aussi de leurs prédécesseurs, les mammouths des steppes et les mammouths méridionaux, et des échanges, notamment les échanges intercontinentaux entre l'Amérique du Nord et la Sibérie. Je ne vais pas m'appesantir sur cette question, mais là encore, on pourra en parler si vous en avez le souhait. Enfin, pour ce qui est de l'extinction des mammouths, rapidement, eh bien, si on a aujourd'hui à peu près une bonne quinzaine en fait de génomes complets de mammouths à notre disposition, on peut commencer à avoir des informations assez précieuses, parce qu'on voit qu'en fait jusqu'à 20 000 ans en arrière, d'un point de vue génétique, ils se ressemblent beaucoup, ces génomes de mammouths. Par contre, les tout derniers mammouths, ceux de la fameuse île de Wrangel dont je vous parlais tout à l'heure, ils ont des génomes beaucoup plus altérés, ou en tout cas avec une diversité génétique beaucoup plus faible. Ça, c'est le signe d'un effet fort de consanguinité, c'est-à-dire de réduction de la taille des populations, que l'on associe a priori à la diminution des conditions favorables aux mammouths, et donc la réduction de la steppe favorable à ces animaux-là, et la réduction concomitante des ressources alimentaires, essentiellement. Donc la réduction des populations des mammouths qui a découlé de cette dégradation de l'environnement. Et bien cette consanguinité, elle a eu des effets génétiques relativement délétères pour les mammouths. Notamment, on retrouve dans le génome du mammouth de Wrangel, des défauts au niveau du développement neurologique. Alors, faut pas rentrer là encore dans le détail, mais c'est un cerveau qui ne s'est pas formé correctement, si vous voulez.
De la même façon, des défauts au niveau de la croissance dentaire. Alors quand on sait qu'un mammouth, comme un éléphant, a sa durée de vie assurée par l'état de ses dents, puisqu'il n'a pas vraiment de prédateurs, s'il a des dents en mauvais état, eh bien ça nuit beaucoup à sa longévité, évidemment. Il y avait ces mammouths de Wrangell, ils avaient aussi perdu une partie de leur faculté olfactive. Alors ça, a priori, c'est très problématique, puisque ce sont quand même des animaux, les mammouths, qui ont un sens de l'olfaction relativement développé, donc est privé de ces caractéristiques-là, c'est pas forcément très avantageux, évidemment. Et puis, on voit aussi des problèmes de métabolisme plus global, notamment le métabolisme de l'insuline, et on pense notamment que ces mammouths étaient plus facilement sujets au diabète. Alors, je pense qu'aujourd'hui, on est la journée mondiale du diabète, j'ai l'occasion de parler du diabète chez les mammouths. Est-ce que le diabète a causé l'extinction des mammouths, par exemple? Autre caractéristique vraiment importante et délétère, eh bien la perte de fécondité, puisque a priori le développement des spermatozoïdes des mammouths mâles était aussi altéré. Donc on voit vraiment sur cette population relique des mammouths de Wrangell il y a 4000 ans, eh bien que le génome nous montre qu'ils étaient vraiment déjà en bien mauvais état génétiquement parlant, et qu'ils étaient finalement déjà le fruit d'une réduction drastique des effectifs et d'une augmentation de la consanguinité qui signait déjà la fin des possibilités pour ces animaux. Alors je finirai cet exposé rapide sur les possibilités de faire revivre les mammouths, puisqu'en général, quand on parle de génétique de mammouth, on parle forcément de faire revivre un mammouth, notamment de cloner un mammouth. Ça, c'est une piste dont on entend parler depuis les début des années 2000 en France. On s'était très très tôt enflammé sur ces possibilités, notamment parce qu'il y a souvent une confusion entre le concept de clonage et celui de séquençage de génome. Il n'y a pas besoin de séquencer le génome d'un organisme pour pouvoir le cloner, et réciproquement, pour vous montrer donc ce qui s'est passé dans le cas de Dolly, le premier animal qui a été cloné à la fin des années 90, voilà, on connaissait pas le génome du mouton quand on a cloné cette brebis. Le clonage, c'est quoi? C'est prendre une cellule, en extraire le noyau en état de fonctionner avec ses chromosomes, etc., et le transférer dans un ovocyte d'un autre animal de la même espèce, en espérant que ce noyau va fusionner avec cette cellule, et puis donc bien à partir de là se comporter comme un ovule fécondé, et donc redonner naissance à un clone de la première brebis dont on avait extrait le noyau. Ben pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire la même chose sur un mammouth? Et ça, c'est vrai depuis 20 ans, et a priori ça ne changera jamais, parce que l'état de l'ADN du mammouth ne permet pas de récupérer un noyau de cellule en état de fonctionner. On récupère en fait des miettes de chromosomes d'une taille infinitésimale, et pas du tout un noyau en état d'être transféré pour se remettre à fonctionner dans une autre cellule. Mais si la piste du clonage est a priori destinée à ne jamais aboutir, une autre piste a été envisagée et beaucoup beaucoup plus favorablement depuis un certain temps. C'est a priori la piste de la réécriture génomique. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce qu'on en a aussi pas mal entendu parler récemment de ces histoires de réécriture génomique. Parce que la France, en tout cas par l'intermédiaire d'une de ses chercheuses, a remporté le prix Nobel de chimie par le développement d'une technologie qui s'appelle la technologie CRISPR-Cas9, dont vous avez sans doute déjà entendu parler, qui s'appelle ciseaux génétiques. En quoi ça consiste? Eh bien, ça consiste à prendre un génome et puis venir enlever les morceaux qui ne vous intéressent pas et les remplacer par autre chose. Eh bien, certains chercheurs pensent que pour faire revivre un mammouth, c'est beaucoup plus simple de procéder de cette façon-là, en prenant une cellule d'un éléphant moderne, en prenant son génome, et puis en venant découper spécifiquement dans son génome ce qui fait de ce génome un éléphant, pour venir remplacer des morceaux et les faire correspondre à de l'ADN de mammouth. Alors c'est relativement simple, entre guillemets, puisqu'il n'y a que 60 millions de différences, donc c'est que 1,5% du génome qui est différent entre un éléphant moderne et un mammouth. Donc si on veut, c'est beaucoup moins d'informations que les 4 milliards de nucléotides du génome complet. Soit, ceci dit, 60 millions, ça reste énormément de transformations à réussir par ces ciseaux génétiques, et ça, a priori, on ne sait toujours pas le faire, et puis ça ne solutionne quand même pas le problème une fois qu'on aura ce génome de mammouth en état de fonctionner.
eh bien, il faut une mère porteuse. Voilà, il faut le transférer dans un ovule d'éléphant, a priori, et puis espérer que cette mère porteuse éléphant pourra donner naissance à un petit. Je finirai là-dessus. On sait aujourd'hui qu'on ne se réduit pas à la somme de nos gènes, et c'est pas uniquement parce qu'on aura un génome de pseudo-mammouth dans une cellule que l'on pourrait faire se développer dans le ventre d'une éléphante, que l'on aurait un mammouth à la fin. On aurait une créature dont on connaît finalement assez mal les caractéristiques, si ce n'est qu'elle aurait, a priori, structurellement, un génome qui imiterait de façon synthétique le génome du mammouth. Alors je dis pas que cette voie va forcément réussir, mais a priori, si aujourd'hui, avec les moyens dont on dispose en biotechnologie, si on cherche à faire revivre le mammouth, ce qui n'est pas du tout mon cas, cette voie-là, elle a beaucoup plus de chances de succès que la voie du clonage. Voilà, je vais m'arrêter pour ce qui est de mon exposé, pour ne pas trop empiéter sur les échanges qu'on pourrait avoir ensemble. Évidemment, je vais tenter de répondre au mieux à vos questions, donc je vais rouvrir ma fenêtre de commentaires. Et j'essaierai de les suivre en même temps que vous. Et j'essaierai de répondre à vos questions le plus efficacement possible. Je vous remercie en tout cas pour votre attention. Je remercie encore une fois toute l'équipe du musée Arkia qui a vraiment fait une très belle exposition avec cette expo Un temps de mammouth, puisqu'il faut s'imaginer qu'il partait d'une exposition Le temps des mammouths qui datait de 15 ans et qui, plutôt que de la reprendre en l'état, ils se sont dit que ça valait le coup de la remettre au bout du jour de ce que l'on pouvait espérer faire aujourd'hui et apprendre au public de ce que l'on sait des mammouths, tout en mettant l'accent là encore plus sur la région Île-de-France et les découvertes de mammouths qu'on peut y faire. Et donc je trouve ce boulot il est vraiment très très remarquable et je leur tire mon chapeau. Et déjà je vous remercie pour vos questions. Alors je vais essayer de prendre les questions dans l'ordre dans lequel vous me les envoyez. Alors, est-ce qu'on constate la question de Fée de la Roche? Est-ce que l'on constate des phénomènes d'appauvrissement génétique chez les éléphants actuels comme chez les mammouths de Wrangell? C'est une très bonne question. Et effectivement, on observe un appauvrissement génétique chez les éléphants relatif effectivement à la diminution des effectifs. Il faut savoir qu'aujourd'hui sur Terre, il reste à peu près, on estime, environ 300 000 éléphants en Afrique et puis entre 30 et 50 000 éléphants en Asie seulement. Donc c'est pas beaucoup d'individus, en particulier en Asie. Mais le problème principal, c'est pas seulement les effectifs de ces populations d'éléphants, c'est surtout la fragmentation de leur aire d'habitat. Et ça cause en fait des problèmes génétiques immédiats, puisque même avec des individus, avec des populations relativement larges, parfois, je pense par exemple aux populations du Zimbabwe ou du Botswana, le simple fait que ces populations soient limitées dans leur déplacement empêche les croisements génétiques avec des populations plus éloignées. Alors que les animaux, en Afrique, ils avaient l'habitude de parcourir des très grandes distances pour se croiser avec leurs congénères. Et donc, il y a déjà des phénomènes de consanguinité, même pour des effectifs très importants. Et par exemple, en l'est de l'Afrique, aujourd'hui, on commence à observer des populations entières d'éléphants pour lesquelles on n'observe plus de développement des défenses. Alors ça, a priori, c'est une double conséquence à la fois donc de la consanguinité et de la pression du braconnage, et puisqu'on élimine par le braconnage malheureusement les animaux qui ont des défenses les plus imposantes, voire des défenses tout court, et qu'il existe une faible proportion, environ 2%, mais il existe une proportion naturellement chez les éléphants d'éléphants qui n'ont pas de défense. Et donc en fait on favorise artificiellement la sélection de ces éléphants qui n'ont pas de défense. Et donc on voit effectivement déjà l'apparition de phénomènes de consanguinité, y compris sur des populations d'éléphants modernes. En Asie, c'est encore bien pire, puisque malheureusement, les populations du sud de l'Inde sont complètement coupées du reste des populations du sous-continent asiatique.
Alors, je prends les questions de Toré. Si j'ai bien compris, les restes de mammouth ont été retrouvés dans le pergélisol. Oui. Alors, oui et non. Enfin, ils sortent du pergélisol quand on les retrouve. C'est exactement. En fait, il faut vraiment vous imaginer que quand on va sur site en Sibérie ou en Alaska, ou au Yukon, en tout cas à ces très hautes latitudes, là où il y a du pergélisol, on y va à une période où le pergélisol fond naturellement. Tous les ans, une partie faible de la surface du pergélisol fond, et cette fonte de surface permet de révéler des restes qui peuvent commencer à affleurer. Souvent, ce sont des morceaux de défense que l'on voit sortir. Et à partir de là, effectivement, on se met à réaliser une excavation plus en règle pour essayer de sortir pas forcément une carcasse complète. La plupart du temps, il n'y a pas de carcasse complète. Il y a souvent qu'un seul os qui traîne ou une seule dent. La carcasse, c'est vraiment le cas le plus exceptionnel. Mais oui, quand on est capable de récupérer une carcasse momifiée, c'est qu'elle a été figée par le froid et conservée jusqu'à nous par ce congélateur naturel, si vous voulez. Question de Pierrick. Comment les chercheurs partagent-ils leurs données sur le mammouth? Alors, de la même façon qu'ils le partagent pour tout le reste, c'est-à-dire mal, la plupart du temps. Pour faire un parallèle avec la situation actuelle autour du Covid, même si j'ai pas forcément envie de vous parler du Covid ce soir, mais plutôt de vous changer les idées. Le Covid, c'est vraiment un cas exemplaire, puisque finalement, c'est une des premières opportunités où les données mondiales se sont véritablement bien réunies, assemblées pour pouvoir permettre des travaux synergiques. Alors dans le cas des mammouths, il y a beaucoup de secrets, parce que la paléogénétique, c'est aussi un peu à la manière de la paléoanthropologie, c'est quand même un repère de chercheurs d'or d'une certaine façon, ce qui est assez pas forcément très positif quand je le dis pour moi. Ce que je veux dire, c'est que chacun est à la recherche de son Graal, le génome du mammouth l'étant pour le paléogénéticien, et du coup, jusqu'à la publication, voire après la publication de tel ou tel génome de mammouth, il y a une espèce de chasse gardée, de protection à l'égard des données, qui n'est pas normale. Il faudrait que ces données soient toutes publiques, qu'on puisse tous échanger dessus, qui fait que malheureusement, il y a un certain nombre de ces génomes pour lesquels on dispose pas encore des données partagées. Heureusement, il y a des collègues à travers le monde qui travaillent très bien, notamment des collègues canadiens avec lesquels moi je bosse au quotidien, qui ont publié de façon publique tous ces génomes de mammouth. Donc on peut aujourd'hui, devant son ordinateur, si on a les outils adéquats, reconstruire soi-même le génome d'un mammouth, puisque c'est véritablement ça, ce que l'on fait en tant que paléogénétique. On passe finalement assez peu de temps au laboratoire même, beaucoup plus de temps devant un ordinateur, à recoller les morceaux de ce puzzle. Des livres ou des publications de référence sur le sujet pour Frédéric. Alors, oui, il y en a beaucoup, malheureusement beaucoup en langue anglaise la plupart du temps. Il y a un auteur anglais qui s'appelle Adrian Lister, qui est vraiment un des spécialistes, sinon le spécialiste mondial du mammouth, qui a publié plusieurs livres sur les mammouths. Donc toute la bibliographie d'Adrian Lister qui travaille au University College à Londres est bonne à prendre. En France aussi, on a un certain nombre de paléontologues qui ont travaillé sur ces questions de l'évolution des proboscidiens. Je pense notamment à mon mentor, Pascal Tassi, qui a produit beaucoup d'œuvres sur les découvertes associées aux proboscidiens, dont les mammouths. Et puis, il y a aussi un certain nombre de philosophes, d'historiens qui utilisent nous parlent de ce que l'on sait sur les mammouths. Je pense par exemple à des livres de Claudine Cohen sur le sujet. Donc oui, il y a pas mal de bibliographies. Ce que je peux faire, c'est essayer de transmettre un certain nombre de liens à la suite de cette conférence sur plusieurs ouvrages. Comme ça sera plus pratique pour vous y retrouver. Question de Nadège. Est-ce que l'on peut encore imaginer découvrir un nouveau mammouth en faisant de nouvelles recherches? En fait, on en découvre tout le temps des mammouths. Heureusement pour vous, on vous en parle pas à chaque fois, parce que je trouve déjà qu'on en parle presque trop souvent. C'est-à-dire que parfois découvrir un mammouth aujourd'hui dans le Grand Nord, ça n'aurait plus rien d'exceptionnel, malheureusement, d'une certaine façon. C'est plus aussi exceptionnel que pour les générations précédentes, du fait de l'accélération de la fonte du pergélisol dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, ça veut pas dire qu'on trouve toujours des belles carcasses. Le petit bébé Luba que je vous ai présenté, il est unique au monde. Pourquoi est-ce qu'il est aussi bien préservé? Aussi parce que c'est un bébé. D'abord, on trouve plus facilement de bébés ensevelis dans la glace, essentiellement pour la raison dont je vous parlais. Ce sont souvent des morts naturelles, en fait, des nouveau-nés qui vont
se faire emporter au moment de la débâcle et donc très rapidement se faire ensevelir dans la glace. Ça arrive beaucoup moins fréquemment pour un mammouth adulte. Et donc finalement, les carcasses complètes de mammouths adultes, il en existe très peu, hein, le mammouth d'Adams, le mammouth de Yakov, encore, il n'était pas tout à fait complet, en fait, ils sont quasiment jamais complets, finalement. Il y a guère que le Yuba qui était véritablement, intégralement conservé. Donc on en découvre tous les jours, pas forcément tous avec le même état de conservation, mais on continue d'apprendre des choses nouvelles avec chacun, et ça c'est très passionnant. Alors, je prends la question de Frédéric qui me demande est-ce qu'on pourrait espérer trouver un génome en état de fonctionner un jour. Alors, a priori non. C'est la raison pour laquelle j'ai argumenté contre l'hypothèse du clonage. Pourquoi non? Parce que aussi surprenant que ce soit, la momification, la fossilisation vraiment au niveau macroscopique, quand on voit la carcasse de Yuba, on n'a pas l'impression que c'est un animal qui est mort il y a 50 000 ans, hein, l'impression qu'on vient de vous sortir une carcasse d'un frigo de boucherie, d'une certaine façon. Mais cette préservation macroscopique, elle n'est pas comparable, synchrone, avec la préservation microscopique et moléculaire. Et donc, à chaque fois que l'on regarde au niveau moléculaire l'état de l'ADN, qui est vraiment donc le support dont on a le plus le plus besoin pour réaliser un clonage ou envisager de faire fonctionner un noyau de mammouth, cet ADN est en miettes, et pas en grosses miettes, en petites miettes. C'est-à-dire que les miettes que l'on récupère, elles font des dizaines ou des centaines de lettres à la fois. C'est-à-dire qu'on a vraiment un puzzle. Pour recomposer un chromosome ou un génome complet, il faut des centaines de millions de ces pièces. Donc ces pièces sont toutes éparses, et individuellement, elles ne servent à rien. Elles ne permettent pas de faire fonctionner ces cellules de mammouth. Et il n'y a aucune raison de penser que dans les conditions naturelles du pergélisol, donc ce congélateur à moins 15 degrés, même si ces conditions étaient conservées pendant des dizaines ou des centaines de milliers d'années, que ces conditions soient suffisantes. En fait, d'un point de vue biochimique, on sait aujourd'hui que ces conditions ne sont pas satisfaisantes pour permettre à votre génome de perdurer en état de fonctionner jusqu'à nous. Et en plus, même si ça permet à l'ADN de survivre d'une certaine façon, le froid, il a aussi d'autres effets négatifs pour les animaux, en tout cas comme nous, c'est que, il introduit des cristaux de glace dans les cellules. Les cristaux de glace, ça aboutit en général à la destruction des cellules. Donc il faudrait aussi, finalement, pour faire fonctionner un de ces génomes anciens, qu'on ait des antigènes naturels. Donc il y a plus de pistes du point de vue des plantes, d'une certaine façon. On a déjà eu des découvertes intéressantes qui ont été faites, des fruits de plus de 20 000 ans, qui ont permis de récupérer des cellules et de faire refonctionner ces cellules pour redonner une nouvelle plante à partir de ces fruits de plus de 20 000 ans. Donc du côté des plantes, il peut exister des antigènes naturels qui n'existent pas malheureusement à notre connaissance chez les animaux et en particulier chez les mammouths. Devrait-on, dans ce cas, mélanger des éléphants d'Asie avec des éléphants d'Afrique pour diminuer le problème de consanguinité? Alors, on revient sur la consanguinité des éléphants, désolé, hein, si on fait des allers-retours, vous affolez pas, je prends les questions dans leur ordre d'apparition. C'est une piste intéressante. Il faut figurer que on a finalement assez peu de données sur l'interfécondité réelle entre les éléphants d'Asie et les éléphants d'Afrique. Il se trouve qu'il y a un seul petit connu qui descendait d'un mâle d'éléphant d'Afrique qui s'est croisé avec une femelle d'éléphant d'Asie en captivité. C'était pas prévu. Ce petit Moti, il a vécu que quelques semaines. Je sais pas si c'était pour des problèmes vraiment physiologiques associés à ce croisement interspécifique. Faut vous figurer qu'il y a autant de différences génétiques entre un éléphant d'Asie et un éléphant d'Afrique qu'entre un chimpanzé et nous. Ça pose pas forcément les mêmes problématiques que d'envisager de se mélanger avec un chimpanzé, soit, mais ça veut dire que ce sont quand même des animaux qui, si pour nous ils se ressemblent énormément morphologiquement parlant, sont déjà relativement différents. Donc de mon point de vue, envisager des croisements interspécifiques pour les éléphants, c'est pas forcément la meilleure piste. En tout cas, il y a déjà moyen d'envisager des croisements intraspécifiques pour rétablir de la diversité génétique, et c'est notamment à la base d'un programme de croisement d'éléphants en Asie, la fondation Anemane dans le sud de l'Asie qui travaille beaucoup là-dessus, qui envisage de rétablir de la diversité génétique dans les populations d'éléphants d'Asie en allant chercher les éléphants du nord en les amenant dans le sud et réciproquement. Et en permettant à ces éléphants-là qui n'ont plus la possibilité naturelle de se croiser dans les forêts, eh bien de malgré tout échanger leurs gènes. Comment les mammouths ont-ils disparu exactement? Question de Toré. C'est une bonne question, j'aimerais bien pouvoir vous répondre. Alors on a évidemment des pistes. Donc
la piste principale, c'est véritablement, en tout cas, associé au changement climatique qui s'est produit depuis 20 000 ans. En fait, depuis 20 000 ans, le changement qui s'est produit a conduit à un réchauffement régulier du climat, mais surtout à une humidification. Une humidification qui est très très visible dans les régions des très hautes latitudes et qui a conduit au développement, au détriment de la steppe dans laquelle vivaient les mammouths. Donc la steppe, c'est un environnement d'herbe, de grandes prairies d'une certaine façon. Donc au détriment de cet environnement-là, au développement bien de la taïga, la forêt au sud. Et les mammouths, malheureusement, sont pas du tout équipés, contrairement aux éléphants, pour venir se nourrir dans la forêt. Ils sont uniquement capables de se nourrir d'herbe. Et donc, ils peuvent pas vivre dans la taïga. Et au nord, ce qui s'est développé, c'est un environnement froid, mais de toundra. C'est ma fameuse photo de toundra que je vous montrais pour l'île de Wrangel tout à l'heure. Il faut vous figurer que si on mettait un mammouth aujourd'hui sur l'île de Wrangel, il mourrait très vite parce qu'il n'y a rien à manger pour lui. La toundra, c'est pas du tout un environnement favorable pour un mammouth parce qu'il n'y a quasiment pas de biomasse végétale émergée. Vous voyez, les grandes herbes qu'on peut observer sur les plateaux de Mongolie, par exemple, il n'y en a pas dans la toundra. On a uniquement des petites mousses et des petits buissons ligneux qui permettraient pas du tout d'alimenter des mammouths. Donc ce changement du climat qui s'est produit depuis 20 000 ans a d'une certaine façon scellé le destin, la disparition des mammouths, parce qu'il n'existe plus sur Terre aujourd'hui d'environnement strictement comparable à celui de la steppe dans lequel ils s'épanouissaient jusqu'à il y a 20 000 ans. Donc cette cause-là, elle est suffisante pour expliquer leur disparition. Est-ce qu'elle a été associée à d'autres causes, des causes, par exemple, de défauts génétiques, des causes de chasse par l'homme? Pourquoi pas? On peut trouver, en tout cas ponctuellement, on a découvert cette année, en 2020, la première démonstration stricte en Amérique du Nord de l'existence d'un piège à mammouth, donc une grande fosse qui a été creusée dans le sol au nord du Mexique pour piéger des mammouths. Mais jusque-là, il faut vous imaginer qu'on n'avait jamais pu démontrer que l'homme avait pu piéger de façon efficace des mammouths. On avait des pistes pour des démonstrations que l'homme a pu exploiter de mammouths. Mais est-ce que cette exploitation se faisait sur des mammouths qu'il avait lui-même chassés ou juste au gré des récupérations de squelettes qu'il pouvait trouver autour de lui? On n'en avait aucune information. Donc non, a priori, aujourd'hui, au vu des densités de population humaine qu'on peut supposer au cours du Paléolithique jusqu'à il y a 20 000 ans, il n'y a aucune raison de penser que l'homme était dans des populations suffisamment denses pour causer la disparition d'un mammouth avec l'équipement de l'homme préhistorique, en tout cas. De quelle couleur sont les poils des mammouths? Bonne question, notamment si vous regardez le fond de cette diapositive qui peut être troublant. Il ne s'agit pas de poils de mammouth, on n'en sait rien en fait. Il y a eu beaucoup de débats sur cette histoire de la couleur des poils des mammouths. On ne le sait pas de façon stricte. On sait qu'ils sont foncés. On ne sait pas s'ils s'ils prennent cette teinte brune rousse du fait de l'altération du temps, l'altération des pigments, par exemple, dans ces poils de mammouth, puisqu'on récupère donc des carcasses de mammouth. Je peux essayer de vous remontrer ce que je vous montrais tout à l'heure, la carcasse du bébé qui emportait en tout cas, ce sera bon, tant que ça s'affiche, on a un peu de temps devant nous. Ça sera Yucca. Dans le cas de Yucca, les poils sont clairement roux, roux clair. Est-ce que ça irait plus vite peut-être si j'arrêtais le diaporama. Voilà. Je vais vous remontrer Yucca. Il est ici. Donc ce mammouth Yucca, celui du milieu. Évidemment, c'est pas le bon qui s'affiche. Pardon, on va interrompre là. Je vais vous le laisser sous cette forme-là, ça sera pas plus mal. Donc ce mammouth Yucca que vous voyez ici au milieu, il a des poils donc, relativement clairs. Est-ce que c'était sa couleur initiale ou pas? On ne sait pas. On suppose que les poils du mammouth étaient sans doute plus foncés, en fait, par défaut. Sans doute. Alors, est-ce qu'ils étaient véritablement noirs? On n'a pas la certitude. Mais on suppose qu'ils étaient plus foncés que ça et que cette couleur rousse, elle est au moins en partie le fruit de cette altération du temps. Alors, vous allez me dire, génétiquement parlant, on doit pouvoir avoir des arguments. Effectivement, on peut avoir des arguments, mais malheureusement, le déterminisme de la couleur des poils, c'est quelque chose de multigénique, multifactoriel. Et donc, on sait qu'il existe, dans ce que l'on connaît de la diversité des poils de mammouth, la possibilité qu'ils aient véritablement eu un pelage roux. Mais voilà, est-ce que c'était une caractéristique
généralisé dans les populations ou pas, parce que finalement il y avait des mammouths plus ou moins foncés. C'est une piste d'étude aujourd'hui, encore plus qu'une certitude. Alors, question de Marie. Pour l'hémoglobine, a-t-on retrouvé une forme qui ressemble chez les animaux vivants dans les pays froids? Oui, tout à fait, Marie. On a retrouvé des hémoglobines dont le fonctionnement s'approche de celui de l'hémoglobine des mammouths, par exemple chez les ours polaires, mais aussi chez le bœuf musqué. Alors il s'agit de mutations différentes de celles observées chez les mammouths, dont je vous disais tout à l'heure qu'elles sont véritablement uniques chez les mammifères, mais en tout cas on voit des modifications qui permettent en somme effectivement de pallier la même difficulté, qui est comment est-ce que l'on fait pour relarguer l'oxygène dans des tissus quand ces tissus sont eux-mêmes à très faible température. Quand on dit que l'on meurt d'hypothermie, on ne meurt pas du froid en tant que tel, on meurt avant tout de l'impossibilité à ce que l'oxygène qui est accroché à l'hémoglobine soit relargué dans les tissus. Eh bien, chez ces animaux-là, il y avait un certain nombre de stratégies évolutives, génétiques, qui ont permis effectivement de produire des hémoglobines plus efficaces dans ces environnements. Mais malgré tout, voilà, le mammouth, il fait partie comme l'ours d'une certaine façon, mais des rares animaux qui ont les pieds, les doigts de pied directement en contact avec le sol. Ils n'ont pas de sabots pour se préserver en plus du froid. Et donc, effectivement, la température corporelle des pattes de mammouth ne devait pas excéder les 20-25 degrés, ce qui est extrêmement faible pour pouvoir espérer relarguer l'oxygène dans ces tissus. Alors, est-ce que le fait de connaître de l'ADN du mammouth pourrait permettre de soigner, comprendre et résoudre des problèmes génétiques d'éléphants? C'est une bonne question, c'est une stratégie envisagée en général pour d'autres lignées, en fait, d'envisager d'aller chercher chez les cousins. De la même façon, aujourd'hui, on se demande si on pourrait pas utiliser ce que l'on sait du génome de l'homme de Néandertal pour éventuellement améliorer les traitements de problèmes de maladies humaines. De l'humain moderne, puisque Néandertal c'est aussi un humain. Pourquoi pas utiliser les particularités génétiques du mammouth? Ce qui est intéressant, c'est que le mammouth, contrairement aux éléphants modernes, il s'est beaucoup réadapté au cours du temps. La lignée des mammouths, elle a subi finalement beaucoup plus de transformations au niveau de son environnement, mais du coup également au niveau de sa morphologie et donc du point de vue de ses adaptations génétiques, que les éléphants qui, eux, sont restés dans des environnements beaucoup plus proches de ce que connaissaient leurs ancêtres communs il y a 7 millions d'années en Afrique. Et donc, parmi ces innovations spécifiques du mammouth, il y en a certainement qui se sont produites évidemment du fait du hasard, mais qui ont été sélectionnées de façon avantageuse par la sélection naturelle, qui pourraient être envisagées comme utiles pour les éléphants, notamment, là encore, par des outils d'ingénierie génétique et de réécriture génétique type CRISPR-Cas9 pour intégrer des morceaux de séquences de mammouth dans un génome d'éléphant. C'est effectivement parfaitement envisageable. J'en ai trouvé un de mammouth à la Croix-Saint-Ouen, dans l'Oise. Ah bah c'est génial. Pensez-vous que celui-ci est semblable à ceux que vous avez trouvés en Sibérie? Ah bah je peux pas vous dire. Pardon, question de Toré. Ah bah il faut qu'on en parle, il faut qu'on en discute, il faut que je vois à quoi ils ressemblent. Alors, les mammouths que l'on observait, qu'on peut découvrir en Île-de-France, ce sont effectivement des mammouths qui appartiennent à l'espèce du mammouth laineux. Ça on le sait, parce qu'a priori on est en tout cas des terrains sédimentaires qui datent du Pléistocène supérieur. Et ces mammouths laineux-là, alors ils sont légèrement différents de ce qu'on appelle le morphe sibérien, parce que le mammouth laineux de Sibérie, il est encore plus petit finalement que le mammouth laineux européen. Alors ça, en gros, si vous voulez, peut-être qu'il était encore plus adapté au grand nord et au froid, le mammouth sibérien, que le mammouth laineux d'Europe de l'Ouest. Mais effectivement, ils appartenaient tous à la même espèce. Il faut envisager qu'il y avait de la diversité morphologique et ce qu'on appelle le phénotype au sein de cette espèce, mais que c'était une seule espèce, de la même façon qu'il y a la diversité dans l'espèce humaine. Combien de chromosomes le mammouth possède-t-il dans une de ses cellules? Alors, Hippolyte, je vois que tu n'as pas écouté ce que je disais. Si on revient à cette diapo que je vous montre de loin, un mammouth a donc dans un noyau 28 chromosomes. Enfin,
2 fois 28 chromosomes, 28 chromosomes issus de sa mère, 28 chromosomes issus de son père, donc ça fait 56 chromosomes en fait. Et en plus de ça, il y a aussi le petit chromosome mitochondrial. Donc c'est un animal qui a beaucoup plus de chromosomes que nous, ce qui est une caractéristique a priori relativement primitive au sein des mammifères, d'avoir beaucoup de chromosomes. Il y a aussi un génome, le mammouth, comme l'éléphant, plus grand que le nôtre. C'est un des plus gros génomes de mammifères. Alors il n'y a pas forcément de relation stricte entre la taille d'un organisme et la taille de son génome, mais dans le cas particulier de l'éléphant, ça marche plutôt pas mal. Il est plus gros que nous et il a un plus gros génome. Alors, je vais essayer de reprendre encore quelques petites questions et puis on conclura pour que je vous libère. Pour ceux qui sont encore là, en tout cas, merci déjà d'être restés. Alors, je reprends le surnom donné au mammouth correspond au lieu de découverte. Oui. Ou au nom du découvreur, oui, c'est vrai. Effectivement, c'est exactement vrai ce que vous disiez, Étienne, à ce sujet. La plupart du temps, le nom qu'on donne à un mammouth, c'est soit le site, soit la personne qui l'a découvert. Par exemple, dans le cas de Chroma, c'est un mammouth qui a été découvert le long de la rivière qui s'appelle Chroma. Il y a plusieurs mammouths qui s'appellent Yukagir, ce qui est un vrai problème parce qu'ils ont été trouvés autour de ce village de Yukagir. Mais c'est pas tous le même. Donc oui, le nom des mammouths c'est parfois relativement folklorique entre guillemets. C'est rarement en tout cas un numéro. Ils ont toujours un petit nom dès que c'est une carcasse à peu près bien préservée. Et donc on s'y attache finalement à ces spécimens aussi pour cette raison. Ce que je vais faire en tout cas, c'est je vais agrandir mon visage. Non, ce que je vais faire en tout cas, c'est que je vais rester un peu disponible pour un certain nombre de vos questions directement via le chat, comme ça pour s'il y en a un certain nombre que j'ai loupé, je pourrais essayer d'y répondre par là. Si jamais je n'y ai pas répondu, eh bien n'hésitez pas à me relancer, que ce soit par l'intermédiaire d'Arkea ou directement. Je sais que les collègues d'Arkea me feront passer vos questions. Et puis, en tout cas, moi, je tiens une fois de plus à vous remercier l'équipe du musée pour cette diffusion en live pas comme les autres. Pour nous tous, c'était une première, a priori, pour Arkea comme pour moi. On aura essuyé les plâtres, on aura vu que ça a ses limites. Mais merci d'avoir partagé ça avec nous. Et puis, au plaisir de vous retrouver autour d'un mammouth, d'un éléphant à l'occasion, le plus tôt possible, en direct, plutôt qu'à travers un écran. Ça serait vraiment pas mal. Voilà, je vous remercie encore, et puis à bientôt. Au revoir.